Ok, merci. Bon, pendant que je vais lancer le partage, je tiens à dire à tous qu'on aura un petit quiz à la fin du live. Donc, je demande à chacun de préparer une feuille et un stylo de manière à pouvoir participer au quiz et noter leurs réponses. Le quiz, il aura pour but de déterminer, chacun aura une note et on verra pourquoi cette note-là est importante et à quoi elle pourra servir. Donc, pendant qu'il est encore temps, vous pouvez vous lever et aller chercher un stylo et une feuille pour que vous puissiez participer à ce quiz. Ce quiz sera tout à fait personnel. Hein. Ce n'est pas une note que vous allez dire que oui, j'ai eu tant, mais ça va vous permettre, vous, de savoir où est-ce que vous en êtes un petit peu et de prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre une éventuelle aliénation. Voilà. Donc, on va donc commencer. Tout d'abord, je souhaite mes meilleurs voeux à tout le monde, hein, la santé, surtout une bonne santé mentale. Et en ce début d'année 2022, et nous traversons des temps difficiles au niveau santé physique. Et donc, je vous conseille de bien prendre soin de vous, de prendre toutes les mesures nécessaires pour vous porter bien physiquement et aussi de prendre les mesures nécessaires pour vous porter bien mentalement aussi. Et le but de cette présentation aujourd'hui est d'aller un petit peu plus loin dans la libération de l'aliénation mentale et donc vous aider à vous porter encore mieux sur le plan psychologique. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va définir un certain terme. On va définir la liberté. Le, la liberté peut être définie par la possibilité qu'a une personne de penser, de s'exprimer, d'agir selon ses valeurs, ses croyances, ses besoins, ses désirs. La liberté permet par exemple à une personne de faire des choix. Ces choix peuvent être simples, comme sélectionner une chanson, etc. Euh, Moi, j'ai fait une petite définition un petit peu customisée. J'ai défini la liberté comme la faculté qu'a chacun de disposer de son corps et de faire ce qu'il veut tout en respectant le droit d'autrui. Par opposition à la liberté, l'esclavage pourrait être défini aussi par une obligation pour une personne d'agir à l'encontre de ses propres intérêts ou pour les intérêts d'autrui dans un environnement contraint. Si on prend l'exemple de nos ancêtres qui étaient esclaves, ils agissaient à l'encontre de leurs intérêts parce que leurs intérêts nécessitaient qu'ils puissent avoir la jouissance de leur temps, qu'ils puissent travailler pour leur propre prospérité. Ah ben, ils le faisaient, ils travaillaient pour la prospérité d'autrui dans un environnement contraint. Et donc, qui dit environnement contraint, dit aussi qu'ils étaient victimes de coups, de meurtres aussi et tout ça. Et donc, c'est ça le statut d'un esclave. Le saint Graal de l'esclavagiste serait de fusionner la liberté et l'esclavage. Là, vous allez dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas être libre et esclave en même temps. Ah ben, c'est ça le projet d'un esclavagiste, ce serait d'avoir des esclaves en même temps que ces esclaves-là se considèrent comme libres. C'est-à-dire qu'ils agissent en esclaves, qu'ils vivent dans un environnement contraint, qu'ils agissent à l'intérieur, à l'encontre de leurs propres intérêts et donc pour les intérêts de l'esclavagiste, tout en se considérant comme libres. Donc, ce serait avoir les chaînes brisées dans les mains, mais de les avoir dans le cerveau. Ce sera ça le saint Graal de l'esclavagisme. Donc, il faudrait donc laisser un choix. Donc, le choix, c'est le choix, l'unique, hein, pas un, mais l'unique choix à chacun de se contraindre lui-même à agir à l'encontre de ses intérêts
pour les intérêts de son groupe. Donc, pour aller plus loin, je vous invite à lire la servitude volontaire de la Boétie et Karl Marx qui montre comment les gens peuvent avoir ce sentiment de liberté tout en agissant à l'encontre de leurs intérêts propres. Mon frère, c'est trop cher. Tu vois, c'est trop cher. Tu sais, vous êtes jeune. Apprenez à gagner peu avant de grandir. Ça vous aidera simplement à fidéliser vos clients. Tu comprends un peu ce que je dis? Oh, mais si je fais ça, je n'aurai aucune marge bénéficiaire, monsieur. Oh, rien du tout. Il n'y a pas de problème. Nous allons vous rappeler, d'accord? Oui, Laetitia. Attends, tu m'avais dit entre-temps que tu as quelqu'un à l'étranger qui peut bien nous faire le travail, non? Oui, monsieur. Mais il propose de le faire à 7 millions. 7 millions? Oh, c'est un peu cher, ça. C'est un peu cher. Mais c'est pas grave, d'accord? Donnez-lui ça. Donnez-lui ça. Après tout, c'est un grand pays. Ils doivent avoir une qualité qui mérite ce prix. Acquis de droit. Sachez qu'on ne peut bâtir son pays en investissant dans un pays étranger. Le Togo est peuplé de jeunes talentueux qui finissent dans la misère parce que nous, Togolais, refusons de les rétribuer à leur juste valeur, perpétuant ainsi le cycle infernal de la pauvreté. Arrêtons ce comportement antipatriotique pour bâtir dans la solidarité une nation forte de l'énergie de sa jeunesse combative. Oh, 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 oh. Mais je suis mort. L'étranger a complètement raté le travail. Mais j'y ai déjà investi 80% du budget. Oui, Laetitia, appelle-moi notre jeune frère togolais là, pour voir s'il peut faire le travail à crédit. Je vais gérer son déplacement. Donc là, on vient d'assister à une petite scène qui passe souvent au Togo pour pousser les gens à investir dans l'économie locale parce qu'on prend des décisions en pensant toujours que l'autre a des meilleurs produits, sans juger de la qualité, sans voir. On fait confiance à l'autre qui va faire un travail peut-être des fois de moindre qualité, mais on est prêt à le payer plus cher. Alors qu'on a la compétence locale qui aurait pu s'améliorer si on faisait le choix d'investir dans le local. Donc là, on a vu que ce monsieur, il a agi à l'encontre des intérêts de sa communauté. Et pourquoi est-ce qu'il a agi à l'encontre des intérêts de sa communauté? Parce que dans sa tête, il pense que c'est ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de raison. Voilà, il doit investir à l'étranger, payer plus cher quelqu'un qui va faire le travail, sans même avoir l'assurance que le travail sera forcément meilleur. Mais c'est comme ça. Donc, ce sont des comportements d'aliénation pure et simple qu'on peut trouver dans le domaine professionnel. Donc, pour parler de la définition de l'aliénation, le terme est à l'origine d'un terme juridique se rapportant au transfert de propriété. Donc, la notion est généralement comprise en philosophie comme la dépossession d'un individu, c'est-à-dire la perte de sa maîtrise et de ses forces au profit d'un autre. Donc, c'est pour ça que l'on parle d'aliénation. Dans le règne animal, l'aliénation existe aussi. On a donc des animaux qui sont capables d'agir à l'encontre de leurs intérêts propres. Et on va voir comment ça fonctionne pour le cas de la souris, du poisson et de l'escargot. Tenez-vous bien parce que là, ça va être très intéressant. Il y a un parasite qui s'appelle Toxoplasma gondii. Son but est de finir à l'intérieur du chat. Et comme il n'a pas accès au chat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va infecter la souris. Une fois qu'il a infecté la souris, il va se loger dans le cerveau de la souris
devinez ce qu'il va faire? Il va faire croire à la souris que la souris aime l'odeur du pipi du chat. Donc, la souris va penser qu'elle est maîtresse de ses moyens, elle fait ce qu'elle veut, elle aime l'odeur du pipi du chat. Donc, dès qu'un chat commence à faire pipi, elle cherche l'origine du pipi et elle va vers le chat. Évidemment, le chat va le manger. Mais la souris, elle pense qu'elle a agi de son plein gré. Personne ne lui fera croire qu'elle a agi parce qu'elle a été manipulée par quelqu'un d'autre. Hein. Donc, elle pense avoir agi de son plein gré. Bon, elle n'a pas eu de chance parce que ce chat-là, il n'était pas très gentil, il l'a mangé, mais dans d'autres circonstances, le chat lui aurait dit un petit salut et elle serait partie. Donc, voilà un premier cas d'utilisation de cette manipulation qui a permis au parasite Toxoplasma gondii d'arriver à ses fins, donc qui voulait atterrir dans l'estomac du chat et donc a utilisé la souris, la manipuler pour arriver à ses fins, et a fait la souris agir à l'encontre de ses intérêts pour les intérêts du parasite Toxoplasma gondii. Donc voilà, on a aussi le cas du Diplostomum pseudoplataceum, qui est un autre parasite dont le but est d'aller dans l'estomac de l'oiseau. Qu'est-ce que lui va faire? Comme il a accès au poisson, donc il va donc infecter le poisson et pendant qu'il n'est pas encore mature, il va prendre le contrôle du cerveau du poisson pour que le poisson soit le plus vigilant possible, pour qu'il ne se fasse pas manger par d'autres bêtes, etc., pour qu'il reste vivant jusqu'à ce que ce parasite-là atteigne la maturité. Une fois que le parasite atteindra la maturité, il va faire le poisson nager à la surface de l'eau. Le poisson va se sentir bien, il nage à la surface de l'eau. Comme ça, l'oiseau va voir le mouvement et l'oiseau va pêcher le poisson et il va le manger. Et le poisson aura lui aussi l'impression d'avoir voulu jouir de sa propre vie, jouir des plaisirs de sa vie. Donc, voilà, il n'a pas été manipulé par qui que ce soit. Il a voulu nager à la surface de l'eau. Il a nagé à la surface de l'eau et il n'a pas eu de chance, mais il n'a pas été manipulé. Il pensera sincèrement être vraiment maître de ses actions. Et dernier exemple, c'est le cas de l'escargot. On a un parasite qui s'appelle le Cochloridium paradoxum. Son but aussi est de finir à l'intérieur de l'estomac de l'oiseau. Il va donc contaminer l'escargot et il va, cette fois-ci, pas modifier son aspect physiologique, lui faire gonfler les antennes, les yeux, etc. Et il va lui donner le goût du risque pour aller se mettre vraiment au sommet de l'arbre pour qu'il soit bien visible par les oiseaux. Et comme ça, les oiseaux vont le manger et le parasite va, encore une fois, avoir raison de cet animal. Là encore, l'escargot, il va penser avoir agi de son plein gré, qui n'a pas été manipulé par qui que ce soit. Donc, nous avons vu le cas de ces trois oiseaux, et trois animaux, et qui ont été manipulés dans un environnement qui était propice à la manipulation. Et donc, ce qui a permis à l'agent qui voulait les manipuler, donc, de les utiliser à leur insu. Donc, ils ont juste été utilisés comme simple moyen de transport pour arriver à une destination donnée. Donc, nous humains, nous aussi, nous pouvons être manipulés et l'environnement le plus propice pour l'aliénation d'un être humain, c'est lorsqu'il est petit. Parce que plus on grandit, plus on développe notre capacité de raisonnement, etc. Et donc, plus il devient difficile de nous manipuler, plus il va falloir mettre une quantité invraisemblable de vérité pour mettre un peu de mensonge pour que la manipulation prenne. Et donc, c'est pour ça que
le terrain le plus propice, c'est le terrain, le stade où l'enfant il est petit. À ce moment-là, sa capacité de jugement n'est pas suffisamment mature, donc il croit un peu à tout. Donc, c'est exactement à ce moment-là que l'on profite pour l'aliéner, pour le manipuler, pour faire entrer un certain nombre de mensonges sans avoir besoin d'apporter des preuves, etc., à quoi que ce soit. Par exemple, on va tous dire, oui, la démocratie, c'est le meilleur système politique qui existe. Est-ce qu'on a testé tous les autres systèmes politiques? Non. On connaît certains, on a entendu parler de certains qui n'existent plus, mais est-ce que nous les avons personnellement testés? Non. Nous nous fions au jugement qu'on nous a transmis, que voilà, que la démocratie, je ne dis pas que ce n'est pas la meilleure, hein, mais nous l'avons acceptée parce qu'on nous a dit que c'était comme ça. Voilà. Mais si on prend quelqu'un qui a vécu, qui n'a pas vécu sur Terre, qui arrive à 40 ans, on lui dit oui, la démocratie, c'est le meilleur système politique. Il va dire comment ça? Prouvez-le. Donc, on va faire des essais, on va mettre des micro-sociétés en démocratie, en communiste, etc., en dictature, etc., pour voir l'évolution au moment M, dans notre temps, et pour pouvoir faire un choix. Mais là, nous, on ne fait pas de choix. On nous a dit que c'est ça, on l'accepte parce qu'on nous l'a dit depuis petit. Et c'est valable aussi pour beaucoup d'autres choses comme ça qu'on a acceptées, qui ne sont pas forcément mauvaises, hein, mais on nous a dit que c'est comme ça, on ne se pose pas la question, on ne fait pas de tests, on ne fait pas d'études, on l'accepte. L'apprentissage, donc c'est à ce moment-là, par exemple, on peut dire à un enfant que le Père Noël existe, on peut lui faire croire à un certain nombre de mythes. L'enfant ne va pas demander oui, mais je veux le voir, le Père Noël. Oui, je veux voir quand il arrive. On lui dit non, il est passé à minuit, il a déposé ça, tu étais fatigué. L'enfant va dire OK. Pourtant, il aurait pu dire oui, mais je veux qu'une caméra filme le Père Noël. Il ne va pas se poser toutes ces questions-là. Et si l'enfant, on ne lui dit pas la vérité, il peut grandir, avoir 40 ans et continuer à croire au Père Noël. On va trouver ça bizarre. On va dire non, quand même, mais c'est parce que nous savons que ce n'est pas vrai. Mais si lui, on lui dit jamais que le Père Noël n'existe pas, il vivra toute sa vie en croyant au Père Noël. Si on lui dit oui, bon, le Père Noël était fatigué quand l'enfant avait 20 ans et que le Père Noël est mort, bon, ben, il va l'accepter. Il va l'accepter. Donc, c'est comme ça que l'aliénation procède pour ne pas avoir à dépenser une énergie démesurable à faire entrer des mensonges dans la tête d'un adulte. La finalité de l'aliénation, elle est toujours fatale à l'aliéné. D'accord? La souris qui a été manipulée va perdre sa vie. Le poisson qui a été manipulé va aussi perdre sa vie. Nous qui sommes manipulés pour accepter des conditions de vie, d'exploitation de nos ressources, etc., ben, nous le payons avec notre jeunesse parce que nos enfants, ils meurent de faim, ils n'ont pas d'avenir, ils ne sont pas formés, etc., alors que les vraies richesses, c'est nous qui les avons, mais nous avons été éduqués pour admettre que, par exemple, une tonne de plutonium vaut 1000 francs CFA. Qui a décidé ce prix-là? Ce n'est pas nous. On nous a dit que c'est un bon prix, voilà, c'est le prix du marché, voilà, la bourse, etc., etc. On a accepté tout ça, on ne remet rien en cause et ça nous est fatal. Donc, voilà comment ça se passe et nous acceptons, nous continuons à perpétuer ça, mais la finalité de l'aliénation est toujours fatale à l'aliéné, nous devons comprendre ça. Donc, et on va tout faire pour défendre l'intérêt de l'aliénant. D'accord? Quand quelqu'un va nous dire, oui, mais on ne peut pas continuer à vendre le plutonium aussi peu cher à la France, on va dire, attendez, mais si on ne vend pas à la France, on va mourir. Donc, on devrait même leur faire une remise pour qu'ils puissent continuer à acheter chez nous, etc., etc. Donc, on défend les intérêts de celui qui nous manipule. Et ça, il faut qu'on en soit conscient. L'aliénation fait quoi? La première chose, c'est que l'aliénation
affecte le sujet, affecte le jugement du sujet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est aliéné, la façon dont on perçoit les choses, elle est biaisée, elle est erronée. D'accord? On a un exemple d'un musulman il se croit blessé parce que Charlie Hebdo a sorti quelque chose sur Mahomet. Donc, lui, il se dit, bon, ben moi, je suis blessé, je vais blesser un chrétien aussi. Mais il ne va pas blesser le chrétien en lui disant quelque chose sur Jésus, hein, mais il va agir autrement. Donc, on a un jugement qui est biaisé et ce jugement-là, il est dans tout. Hein. Par exemple, la valeur de notre travail. Par exemple, on peut peut-être, par exemple, gagner 1 000 $ par mois, alors que notre travail permet au patron d'en gagner 50 000. Mais on va se dire, de toute façon, si je ne fais pas ça, j'aurai rien, etc. On ne se rend pas compte de la puissance de notre travail, de notre valeur. On a un jugement qui est affecté par cette aliénation. Donc, on va continuer à se faire vraiment exploiter. Et ça, c'est une chose dont on doit être conscient. On vit aussi dans un déni de réalité. Souvent de la paranoïa, on va toujours croire qu'on est persécuté, etc., etc. L'aliénation est une addiction aussi, hein. Donc, on a toujours besoin qu'elle soit renouvelée, hein, parce qu'une fois que, comme c'est un mensonge, donc il faut que ce mensonge-là soit répété régulièrement pour qu'on ait l'impression que c'est une vérité. Et une fois qu'on est Franz a gelé un peu. et par se rendre compte qu'on n'en a pas forcément besoin pour vivre. Ça peut aussi amener un retrait communautaire, donc on se sent bien quand on est parmi les personnes qui sont aliénées aussi, alors qu'on n'a pas besoin d'être forcément dans cette communauté-là pour sentir le bien-être, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait par rapport à un jugement précis, mais c'est par rapport à un sentiment qui lui-même qui est dicté par l'aliénation. Nous, en tant que communauté noire, nous avons vécu 400 ans d'esclavage et de colonisation. Cela a laissé des traces psychologiques et physiologiques que nous gardons toujours. Nous vivons dans un environnement contraint, hein, qui est un environnement raciste, où la population blanche, en tout cas une partie d'entre elles, a un comportement raciste envers les enfants. Je crois que c'était le docteur JFA qui avait, dans une de ses présentations ici, expliqué comment son enfant avait été victime. Et beaucoup d'entre nous avons peut-être des enfants qui ont été victimes de racisme à l'école. Moi-même, j'en ai été victime. Donc, c'est un environnement qui ne favorise pas la désaliénation. Et donc, c'est un environnement qui doit permettre de comprendre pourquoi nous sommes aliénés, pourquoi certains peuvent être plus aliénés que d'autres. Donc, pour comprendre aussi que l'aliénation n'est pas un choix, c'est un acte subi. Donc, nous devons avoir une empathie vis-à-vis de ceux qui sont plus aliénés que nous, parce que comme on le verra, nous sommes tous aliénés, quel que soit notre niveau intellectuel, social, culturel, etc. Le cerveau, le meilleur allié et le pire ennemi. Oui, ça c'est important, ça. Parce que notre cerveau, c'est lui qui est censé nous libérer de l'aliénation. Et bien souvent, c'est aussi lui qui nous garde dans la prison de l'aliénation. Pourquoi? Parce que lorsque on est manipulé, la première étape, c'est qu'on est mis dans un état de faiblesse. Et une fois qu'on est dans cet état de faiblesse, l'aliénant nous fait croire que nous n'avons aucune autre solution,
la troisième étape, c'est que notre cerveau va trouver un point d'acceptation parce que le cerveau, il est là pour trouver des solutions. D'accord? Donc, quand il voit qu'on est en état de faiblesse, il va chercher une solution. Mais si on a été convaincu qu'il n'y a pas d'autre solution, notre cerveau va nous faire accepter la situation dans laquelle nous sommes parce qu'il ne peut pas nous dire oui, oui, puis tu es dans une situation, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Donc, on va essayer de s'adapter à ça. Et donc, ça s'appelle en psychologie la dissonance cognitive. Donc, c'est une sorte de point médian quand on est entre deux systèmes, deux positions ambivalentes. Donc, un point médian qui va nous donner l'impression d'être bien parce que le but du cerveau, c'est de participer à notre bien-être. Et donc, quand il ne peut pas, il nous donne l'illusion de bien-être. Donc, voilà, vous avez des images qui parlent d'elles-mêmes. Hein. On voit qu'une fois que l'ascendance psychologique est prise, ce monsieur a peut-être de la force pour dire non, mais il ne va pas le faire. Cette dame aussi, elle a peut-être de la force physique pour dire non, mais comme mentalement, elle est en position de faiblesse, elle va rester là et elle ne va pas partir, elle ne va pas quitter la maison parce qu'elle va se dire oui, je ne sais rien faire, je n'aurai pas d'emploi, je n'aurai pas de ceci. Donc, voilà. Et ça, ce n'est pas son discours. C'est le discours de la personne qui l'a aliéné, qui lui a dit que oui, tu sais, tu es bonne à rien, tu ne peux rien faire, personne, tu ne trouveras pas un autre mari ou tu ne trouveras pas une autre femme. Voilà, je suis tout pour toi, etc. Donc, voilà, quand on est dans cet état de faiblesse, ça devient très compliqué de s'en sortir après. Comment savoir qu'on est aliéné? C'est quand on est dans une situation et qu'on se trouve dans l'impasse. On ne peut même pas faire une pause. Vous êtes dans une relation, vous êtes maltraité, vous ne pouvez même pas dire, bon, ok, je vais faire, on va s'arrêter pendant 3 mois, le temps où je reprenne mes idées un petit peu pour savoir où j'en suis, etc. Quand vous n'avez pas cette capacité-là, c'est que vous êtes dans un état d'aliénation. Quand, en tant que pays, vous vous dites, oui, moi, je ne peux pas me passer de tel autre pays comme partenaire. Si je fais ça, ma population va mourir. C'est que vous êtes dans un état d'aliénation. Parce que d'autres pays qui n'ont pas votre partenaire comme partenaire arrivent quand même à survivre. Le fait que vous ne puissiez pas faire une pause ou à imaginer une autre solution, c'est donc une situation d'aliénation. Si vous avez par exemple un pasteur qui vous demande de l'argent au point que vous devez aller faire des crédits pour participer aux offrandes et que vous êtes dans l'incapacité de dire, bon, pendant 3 mois, vous n'allez pas donner des offrandes, c'est que vis-à-vis de ce pasteur-là, vous êtes en situation d'aliénation. Donc, comme on l'a vu, l'aliénation peut être culturelle, sociale, politique, technologique, etc., etc. Donc, on va commencer un petit quiz de 10 questions qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre situation personnelle. La première question, c'est une question culture générale. Quand on parle de grands scientifiques, quelles sont les deux personnes qui vous viennent dans l'esprit, spontanément? Le grand scientifique. Je vous laisse réfléchir. Est-ce que c'est plutôt Einstein ou est-ce que c'est plutôt Cheikh Anta Diop? Si vous ne voyez pas Cheikh Anta Diop parmi les grands scientifiques, c'est qu'il y a un problème. D'accord? C'est qu'on a été conditionné pour n'accepter qu'un grand scientifique ne peut être qu'Einstein. Bien sûr, ce sont deux domaines différents, on ne peut pas les comparer. C'est comme comparer comment dire, de l'eau avec de la nourriture. Ça n'a pas la même fonction, mais les deux sont importants. D'accord? Donc, quand on imagine, on pense à un grand scientifique, on doit tout aussi bien penser à Cheikh Anta Diop, Anténor Firmin, etc., Einstein ou d'autres. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous avez pensé à Cheikh Anta Diop, vous pouvez mettre un point. Mais si vous n'avez pensé à aucun scientifique noir, vous pouvez vous mettre 0. Ça va vous permettre de savoir où vous en êtes un petit peu. Franz, avant de continuer, oui? Est-ce que, par exemple,
si on n'avait pas connu à l'école, par exemple, on n'avait pas étudié Cheikh Anta Diop, on ne va pas pouvoir dire Cheikh Anta Diop. C'est maintenant certaines personnes commencent à étudier et à lire les livres de Cheikh Anta Diop. À l'école, on n'a pas. Oui, tout à fait. Mais là aussi, l'aliénation, ce n'est pas du fait de la personne. Hein. Si la personne n'y a pas pensé, c'est soit parce qu'elle n'a pas considéré Cheikh Anta Diop comme un grand scientifique ou parce qu'elle ne l'a pas étudié. Dans les deux cas, c'est une aliénation. Elle est aliénée à une personne, elle est conditionnée pour penser que c'est Einstein qui est un grand scientifique et pas d'autres personnes. OK. OK. Donc, question musique. Laquelle de ces deux musiques conseilleriez-vous à une femme enceinte pour un meilleur développement cognitif du fœtus? La musique classique ou le jazz? Beaucoup de personnes vont naturellement dire la musique classique. Ben, le jazz aussi, parce que le jazz, quand on joue le jazz, c'est la mère de toutes les musiques. Quelqu'un qui joue le jazz peut jouer de la musique classique, peut jouer de la musique chinoise, peut jouer de la musique arabe sans l'avoir apprise, juste parce qu'elle a étudié le jazz. Donc, dans le jazz, il y a toutes les musiques. Donc, si la musique classique permet le développement cognitif d'un fœtus, le jazz aussi. Mais on nous a conditionnés à penser que c'est Mozart, Beethoven, voilà, il faut écouter ces gens-là quand une femme est enceinte. On ne va jamais lui dire, oui, écoute du George Benson, écoute du Miles Davis. Là aussi, c'est une aliénation. Question sport. Quand on parle de footballeur, lequel de ces quatre vous vient à l'esprit? On connaît les footballeurs hein, dans le sport. Il y en a qui sont célèbres. Bon, même pour ceux qui ne regardent pas le foot, ils vont certainement avoir des footballeurs à l'esprit. Mais lesquels vous viennent à l'esprit? Est-ce que c'est Lionel Messi, Maradona? Est-ce que vous pensez à Pelé? Est-ce que vous pensez à Kylian Mbappé? Si vous pensez uniquement à Lionel Messi et à Maradona, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Vous devez aussi penser à Kylian Mbappé et à Pelé, parce qu'ils font partie des grands joueurs de la planète. Et Pelé, jusqu'à maintenant, je crois qu'il détient le record de buts. Il n'est toujours pas égalé. Donc, même avant de penser à Maradona, il faut même penser à Pelé. D'accord? Et là, il n'y a pas d'excuse. Hein. On n'apprend pas Maradona à l'école, ni Pelé. On les découvre à la télé, dans les journaux, etc. Donc voilà. Et là aussi, il y a le système médiatique qui va toujours nous parler de Maradona, mais pas suffisamment insister sur Pelé, etc. Quatrième question cosmogonie. Si Dieu ressemblait à un de ces personnages, à quel Dieu vous senteriez-vous plus à l'aise? Est-ce que vous vous senteriez plus à l'aise à avoir un Dieu qui est noir ou avoir un Dieu blanc? Évidemment, beaucoup vont se dire noirs parce qu'ils sont noirs, mais au fond d'eux, ils vont se sentir quand même un petit peu mal à l'aise. Et soyez francs avec vous-même, répondez vraiment franchement à la question. Si vous vous sentez un petit peu mal à l'aise, ne vous donnez pas le point. Comme ça, vous aurez vraiment un bon niveau de votre situation personnelle et pour savoir quoi faire pour améliorer la situation. Quand on parle de pays riches, quel pays vous vient à l'esprit? Là, on parle de géopolitique. Pensez-vous aux États-Unis d'Amérique ou à la République démocratique du Congo? Par exemple, la dette des États-Unis est de 2700 milliards de dollars. D'accord? Et la dette du Congo est de 12 milliards de dollars. Ça n'a rien à voir. Et la République démocratique du Congo a un sous-sol qui est riche en diamants, en cobalt, etc., etc. Mais nous, on va se dire, oui, mais bon, ça compte pas.
on va voir que la richesse, c'est les bâtiments qui sont déjà construits. Pourquoi? Parce qu'on a été aliéné à penser que la richesse, c'est les bâtiments qui sont construits. Le nombre de véhicules neufs qu'on a, le système électrique, le réseau Internet. Mais qui a décidé que c'était ça la richesse? Ce n'est pas nous. C'est une aliénation aussi. D'accord? Et donc, les gens qui ont les grands bâtiments, ils savent très bien que pour les échanges, même pour la technologie, la matière première est indispensable. Même l'entretien de ces bâtiments-là ne peut se faire sans la matière première qu'il y a au Congo, parce qu'il faut renouveler les ordinateurs, les téléphones, le réseau, etc. Et même l'énergie nucléaire, on a besoin de plutonium, etc., etc. Donc, tout ça, c'est là-bas. Donc, si vous n'avez pas pensé à la RDC, parmi les pays les plus riches, là aussi, c'est que vous avez un problème. Ce n'est pas grave, hein? On est dans le système, mais il faut savoir, il faut être conscient qu'on est aliéné pour pouvoir trouver des solutions. Question numéro 6. Quand on parle de l'homme le plus riche de l'histoire, à qui pensez-vous? Pensez-vous à Elon Musk, à Bill Gates, à Mansa Musa ou à Jeff Bezos? Donc, vous avez les résultats. On a 201 milliards, 134, 103 et 500 milliards. Donc, il n'y a pas photo. Mais est-ce que vous connaissiez Mansa Musa? Si vous ne le connaissez pas, c'est que là encore, il y a un problème d'aliénation, c'est-à-dire que nous sommes dans un système où on affiche un certain nombre de personnes pour nous diriger vers une façon de penser qui ne sera pas dans notre intérêt. Question numéro 7. Quel est le personnage politique qui vous a le plus marqué ces 50 dernières années? Il y en a eu plein, hein? Chacun dans son pays. Est-ce que pour certains, ce sera George Bush, Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou Charles de Gaulle? Donc, si vous n'avez pas pensé à Thomas Sankara et à Patrice Lumumba, parce que là, on parle des 50 dernières années, on aurait pu monter à ces 200 dernières années, inclure Jean-Jacques Dessalines et d'autres figures historiques de notre histoire à nous. Donc, si nous ne connaissons pas notre histoire et que nous ne valorisons pas nos héros, là encore, c'est qu'il y a un problème. Question numéro 8. Personnage célèbre. Si on vous demande quel est l'homme qui est mort et ressuscité, à qui pensez-vous? Un homme qui est mort et qui est ressuscité. Allez-vous penser uniquement à Jésus ou penserez-vous à Osiris? Si vous ne saviez pas pour Osiris, là encore, c'est qu'il y a un problème. Le problème ne vient pas forcément de vous, mais c'est qu'il y a un problème. D'accord? Et si vous pensez aussi que Jésus est blanc, ben là encore, il y a un problème. Question géographie. Quelle est la carte qui vous semble la plus proche de la réalité? Celle de gauche ou celle de droite? Celle de droite, l'Afrique est toute petite. Celle de gauche, l'Afrique est extrêmement grande. Et même là encore, on n'a pas une vision qui montre vraiment la dimension du continent africain. Donc, si vous pensez que c'est celle de droite qui est la vraie, avec une Afrique toute petite, eh bien, là, il y a un problème. Avec une Europe qui est très, très grande, eh bien, il y a un problème. C'est qu'on nous a menti et qu'on nous a conditionnés. On saura pourquoi. Encore, personnage célèbre. Quand on parle de chanteur célèbre, à qui pensez-vous? On vous dit oui, le chanteur le plus célèbre de tous les temps. Quelle image avez-vous en tête? Est-ce que vous avez l'image de gauche où Michael Jackson était noir ou l'image de droite quand il était blanc? Les deux, c'est la même personne, hein? Mais beaucoup ont oublié qu'il était noir avant son traitement, etc., etc. Beaucoup ont oublié ça. Mais il ne faut pas l'oublier.
Donc, quand on pense à Michael Jackson, il faut penser, comme il a eu plusieurs images, moi, je pense à son enfance, quand il est dans les Jackson 5, et quand il a grandi, quand il a fait son curly, etc., jusqu'à ce qu'il soit devenu blanc. Je pense systématiquement à toute la série, pas seulement à la dernière image. Si vous pensez uniquement à la dernière image, c'est qu'il y a un problème. Donc, pour les résultats, si vous avez entre 0 et 2, vous souffrez d'une aliénation sévère. Entre 3 et 4, vous êtes passablement aliéné. Entre 5 et 7, en voie de désaliénation. Entre 8 et 10, que c'est très bien. C'est très, très bien. Donc, voilà pour ce qui est du quiz. Donc, maintenant qu'on a vu comment déterminer si on est aliéné ou pas, comme vous voyez, ça ne concerne pas la religion, etc. L'aliénation, elle est vraiment dans tous les secteurs de la vie. Et ce n'est pas une insulte de se penser aliéné. Au contraire, il est important qu'on connaisse notre degré d'aliénation. Parce que celui qui pense qu'il n'est pas aliéné du tout, c'est là le piège. Parce que, repensons à la souris. La souris, elle pense agir de son plein gré. Imaginez des souris qui sont pas manipulées par le toxoplasma, qui lui dit non, tu vas vers le chat, il va te manger, tu es manipulé. L'autre souris va dire, mais tu m'insultes, tu dis que je suis manipulé. Non, j'agis de mon plein gré, je fais ce que je veux. Parce que la souris, elle n'est pas consciente qu'elle est manipulée. Et donc, elle va se faire manger. Mais si elle était consciente, elle pense, ah ouais, tu penses que je suis manipulé là? Non, je ne dois pas aller, mais j'aime bien l'odeur. Non, non, tu n'aimes pas ça en général. C'est la manipulation qui te fait ça. On va dire, bon, ben ok, je vous fais confiance. Mais tant qu'on n'est pas conscient de son état d'aliénation, on ne va pas faire attention, on ne va pas se soigner, on va donc vraiment tomber dans la gueule du chat, comme on dit. Donc, les pistes pour se soigner, donc la première des choses, c'est d'admettre son aliénation, de connaître son degré d'aliénation. Là, on a fait un petit quiz sur 10 questions. Vous pouvez en faire sur 100, sur 200 questions, sur toutes les questions qui se rapportent à l'image que vous avez que nous, les Noirs, qu'on a de nous-mêmes. Parce que ce n'est pas un problème qui nous touche à nous seulement. Hein. Les Blancs aussi, ils peuvent être aliénés par leur système politique qui leur font croire que ce qu'ils font, c'est bien. Par exemple, bombarder la Libye, c'était une bonne action. Avoir un pays qui avait un dictateur qui faisait du mal à peut-être 50, 100 personnes, avec un pays où maintenant plusieurs millions de personnes sont en danger, notre système politique, le système politique occidental va dire oui, c'est bien de bombarder la Libye. D'ailleurs, on devait même continuer avec la Syrie, etc., etc. On a fait ça avec l'Irak, etc. Et ça reviendra encore. Donc, voilà, il faut d'abord être conscient qu'on est manipulé, qu'on est aliéné. Tant qu'on n'est pas conscient, on va se faire avoir. Donc, l'éducation des enfants, les enfants, ils n'obéissent pas, ils nous copient. D'accord? Donc, si nous regardons que des personnes qui nous ont aliénés, nous les déifions, etc., les enfants vont nous copier. Même si on leur dit, non, toi, tu ne dois pas faire ça, tu dois lire Cheikh Anta Diop. Et nous, on lit que Einstein. L'enfant, quand on va déposer le livre d'Einstein, il va le prendre, il va le lire. Ça ne veut pas dire que l'enfant ne doit pas lire Einstein. Nous aussi, nous devons lire Cheikh Anta Diop, nous devons lire aussi Einstein. Donc, donner le bon exemple à l'enfant pour qu'il ait une vision équilibrée. Les dessins animés, par exemple. La voie de la facilité consiste à mettre les dessins animés sur lesquels on tombe. Mais sauf que tous ces dessins animés-là, sans que nous, parents, nous ne nous rendions compte, ils véhiculent un certain nombre de messages. Les Noirs sont toujours pauvres. D'accord? Les Noirs sont toujours dans la misère. Les Noirs sont toujours les voleurs, les délinquants. Même des poupées pour Noël dernier, il y a une dame qui a fait une vidéo. Elle a été, on a montré les poupées blanches qui étaient souriantes, etc. Et la poupée noire
qui était le Bouddha, etc. Voilà. Même dans ça, il y a des messages. Donc, vous, en tant que parent, vous devez prendre soin de l'environnement mental de votre enfant pour ne pas le conditionner à ce genre de messages. Les livres éducatifs, l'école où vous inscrivez votre enfant, est-ce que c'est une école qui va lui apprendre que nos ancêtres sont les Gaulois ou qui va lui apprendre l'histoire de France, mais aussi l'histoire d'Afrique, que quand il sortira de cette école-là, il ne connaîtra pas uniquement les capitales occidentales, d'accord? Et qu'il ne connaîtra pas que des comptines françaises ou des comptines avec des histoires françaises. Est-ce que vous leur apprenez les mathématiques africaines? Tout ça, ça participe aussi à la désaliénation de nos enfants. Les connaissances. L'aliénation est basée sur la manipulation. La manipulation se construit sur un peu de vérité, mais au moins un mensonge, un ou plusieurs mensonges. Et le pire ennemi du mensonge, c'est la connaissance. C'est pour ça que Cheikh Anta Diop nous a dit, armez-vous de connaissances. Il ne l'a pas dit pour rien. Il a dit que parce que la connaissance, c'est vraiment une arme. Pire que les bombes atomiques, etc. Lorsque nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous valons, eh bien, nous nous négocions différemment vis-à-vis des autres. Avez-vous fait des recherches, par exemple, sur les avantages des cheveux crépus? Beaucoup pensent que les cheveux crépus n'ont que des désavantages. Eh bien, il y a des désavantages. Ben, là encore, c'est un problème qu'il faut résoudre. Avez-vous fait des recherches sur les risques des tissages, des perruques, des défrisages? Tout ça, on fait ça pour ressembler le plus possible à l'homme blanc ou à la femme blanche, en gommant le plus possible de nous-mêmes. Ah ben, il y a des avantages à votre chevelure. Ben, faites des recherches là-dessus. Avez-vous fait des recherches sur les avantages de la mélanine et les risques de la décoloration de la peau? J'ai fait deux présentations déjà sur la mélanine, sur Quête de vérité. Vous pouvez les visionner. Ça vous évitera de vous décolorer la peau pour encore tenter de ressembler aux colonisateurs. Si vous avez la possibilité d'apprendre 2 nouvelles langues, lesquelles apprendriez-vous? Des langues occidentales ou des langues africaines? Il y a des gens qui ne savent pas parler l'anglais. Ils meurent d'envie d'apprendre l'anglais. Mais si on leur dit qu'on va leur apprendre le Kikongo, le Lingala, le Swahili, on dit « Ah, mais c'est africain, ça ». Et ils vont prendre comme exemple « Ah oui, mais l'anglais, c'est une langue internationale ». On va toujours trouver une excuse pour vraiment défendre celui qui nous a aliénés. Mais si on veut que le Swahili devienne une langue internationale, ça ne tient qu'à nous. L'anglais n'est pas devenu une langue internationale comme ça, parce qu'il y a eu un effort qui a été fait. Donc, si nous, dans la diaspora, nous décidons ne serait-ce que de parler une langue africaine, cette langue-là deviendra une langue internationale. Et nous sommes déjà à 1 milliard. Déjà avec la Chine, qui a une langue qui n'est pas exportée, c'est la langue la plus parlée au monde. Donc, nous aussi, nous pouvons rendre une langue africaine une langue internationale très prisée. Donc, il ne tient qu'à nous. Mais si à chaque fois nous mettons à apprendre une langue occidentale, ben, nous n'allons pas arranger les choses. Économie. Quelles sont les monnaies que vous connaissez le mieux? Les monnaies émises par l'Occident ou les monnaies africaines? En termes de géographie, est-ce que vous pouvez citer 10 villes européennes et 10 villes africaines? Et si vous êtes incapable de citer 10 villes africaines, eh bien, ce n'est pas grave, hein, mais c'est un problème. Nous devons en être capables. D'accord? Culture culinaire. Est-ce que nos frères africains priorisons les productions locales ou importées? C'est-à-dire en Afrique, est-ce que quand vous allez voir un riz américain, vous allez préférer l'acheter au lieu du riz congolais ou du riz kényan, etc. Les spiritualités. Est-ce que vous allez donner la priorité à la spiritualité, aux spiritualités ancestrales ou importées? Est-ce que pour vous, toute spiritualité venant d'Afrique est forcément satanique, alors que le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, l'islam, tout ça, non, ce n'est pas forcément satanique. Le problème, c'est que beaucoup de Noirs, quand on leur demande est-ce que le bouddhisme c'est satanique, ils vont dire non,
Non, c'est juste la religion des Chinois, tout ça, le confucianisme. Non, non, non. Mais le vaudou. Ah non, le vaudou, c'est le diable en personne. Donc voilà, tout ce qui vient de chez nous, c'est pas bon. Ben, là aussi, ce sont des problèmes que nous devons résoudre. Pour nos vacances aussi, est-ce que nous pensons toujours à aller dans des pays occidentaux ou à organiser des vacances en Afrique? La littérature, les films, est-ce que nous regardons automatiquement des films américains ou des films français, ou est-ce que nous pensons aux films nigériens, haïtiens, ivoiriens? Ou quand nous les regardons, est-ce que nous n'arrivons pas à suivre parce qu'on voit que c'est trop loin de nous? Si on trouve que, ah ouais, un film nigérien, non, c'est pas possible, je ne m'y retrouve pas, eh ben, c'est parce que nous ne sommes plus nous-mêmes. C'est un problème que nous devons aussi nous poser. Aussi, les auteurs de livres, est-ce que nous lisons les auteurs africains ou exclusivement des auteurs occidentaux? Notre paradigme, est-ce que nous sommes de ceux qui pensent que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique en 1492? Est-ce que nous savons que le frère de Mansa Musa avait fait le périple aussi et qu'il avait découvert l'Amérique plus de 100 ans avant Colomb, avec des navires titanesques? Donc voilà, mais si nous ne savons pas ça, ce n'est pas grave. Nous devons nous faire un reset pour nous reparamétrer et changer de paradigme. Donc la rééducation, nous devons nous rééduquer. Nous connaissons tous pratiquement par cœur les histoires d'Adam et Ève, Abraham, Moïse, etc. Mais qui connaît l'histoire d'Osiris, Zeus, Athéna, même si Zeus et Athéna ne sont pas de notre culture, j'aurais pu ajouter Horus, Isis, etc., Néfertiti, etc. Quoique eux, Néfertiti ne sont pas des mythes, mais nous ne devons pas rester enfermés dans le conditionnement du colon. Il veut que nous connaissions que ça, nous connaissions que ça. Non, nous devons nous rééduquer, nous diversifier. D'accord? Donc, l'histoire antique, est-ce que nous connaissons l'histoire d'Akhenaton, de Shaka Zulu, tout comme nous connaissons l'histoire de Jules César, de Constantin ou les Gaulois? Dans l'histoire récente, est-ce que nous connaissons l'histoire de Mandela, Lumumba, Sankara, Diop, Delgrès, Dessalines? Ou est-ce que nous sommes plutôt branchés Charles de Gaulle, Hitler, les guerres mondiales, guerre froide, Karl Marx, etc. Donc, tout ça, ce sont des questions que nous devons nous poser pour savoir où nous en sommes. Pour amorcer la conclusion, je vais faire allusion au film Matrix, où Morpheus disait « Je ne peux pas libérer ton esprit, je ne peux que te montrer le chemin. Soyez-en sûrs, personne ne peut vous désaliéner, mais on peut vous aider à vous désaliéner. C'est vous-même qui avez la clé de votre désaliénation. On peut briser la chaîne qui enchaîne vos pieds, mais on ne peut pas libérer la chaîne qui enchaîne votre esprit. Et ça, il est de votre devoir et de votre responsabilité de le faire. Celui qui a la foi ou une croyance en une entité ou un système n'a pas besoin de preuves. Le cerveau ne fait pas la différence entre la foi, la croyance et la vérité. Pour le cerveau, c'est la même chose. Lorsque le cerveau croit très fort à quelque chose, cette chose devient aussi vraie que la vérité elle-même. Voilà pourquoi les preuves ne sont pas déterminantes pour celui qui est conditionné à croire en quelque chose. Un enfant qui croit au Père Noël, il ne va pas demander la preuve que le Père Noël existe. Donc, c'est pour ça que l'aliénation mentale est plus dangereuse que l'esclavage physique. Parce que l'esclavage physique, un frère peut vous libérer, mais l'esclavage mental, personne ne peut vous libérer. Personne. OK? Donc, voilà. Donc, pour poursuivre cette discussion, votre désaliénation, pour lire la Boétie, le discours sur la servitude volontaire, 200 ans de zombification de Dr. JFA et Karl Marx sur ses essais sur l'aliénation. Je vous remercie.